Donc je laisse la parole à, je ne sais pas, Alice Casagrande. Oui, merci beaucoup. Donc j'ai la tâche difficile, non, absolument impossible, de vous restituer, j'espère pas trop longuement, mais quand même de façon suffisamment respectueuse des échanges, les ateliers de l'axe A, pour mémoire, qui portaient sur les dilemmes et les pratiques des professionnels du soin et de l'accompagnement. Nous avons entamé nos échanges autour d'un atelier qui portait sur le fait d'accompagner la prise de décision, un métier, point d'interrogation. Alors, à la fois des parcours personnels et professionnels ont été évoqués, qui ont fait la place à des récits, des conditions dans lesquelles la prise de décision pourrait être accompagnée. Les expériences des différents acteurs ont montré 3 choses principalement. Premièrement, et ça a été déjà largement évoqué en plénière, la vulnérabilité n'est pas une donnée fixe, elle se réapprécie en permanence. Et en corollaire, les situations de travail avec des personnes dites vulnérables sont, ou en tout cas doivent laisser place à une réactualisation permanente des capacités. Autrement dit, vulnérabilité, capacité, ni l'une ni l'autre ne sont stables et fixées dans le temps. Deuxièmement, les personnes vulnérables, comme les professionnels, les uns comme les autres, évoquent une dimension de parcours réflexif à faire sur son histoire, sur son parcours, sur sa fragilité éventuelle, occasionnelle ou durable, sur ses difficultés, sur ses compétences. Apparaît donc le besoin d'une réflexivité qui, malheureusement, ne trouve pas toujours suffisamment d'étayage, ni dans la relation interpersonnelle entre une personne dite usagée et un professionnel, ni dans les espaces et les temps dédiés à cela par l'institution pour les professionnels qui la composent. Nécessité d'une réflexivité, mais difficulté de trouver les espaces ou les personnes pour le jouer. Résister à la tentation de la substitution. C'est au fond une tâche que se sont donnés tous les participants. Résister apparaît donc comme un travail continu qui, pour le collectif, peut s'adosser à des processus de décision collégiale, mais qui ne peut se passer, même si le collégial est une force, qui ne peut se passer au demeurant d'une dimension d'authenticité relationnelle. Pour reprendre les mots d'une personne qui a témoigné de son parcours, on a besoin de savoir quel est l'humain derrière le professionnel. Enfin, parce que les décisions à prendre peuvent être éprouvantes, pour les uns comme pour les autres, éprouvantes et allons dire jusqu'à dire violentes, il y a un travail d'explicitation de la décision qui est nécessaire pour que la confiance puisse perdurer, un travail d'explicitation de la décision elle-même quand elle suspend la liberté, quand elle la restreint, mais un travail d'explicitation aussi sur les conditions de travail, les conditions institutionnelles, qu'elles soient juridiques, économiques, sociopolitiques, etc. À partir de ces premiers éléments, le deuxième atelier de l'axe A était tout à fait dans la continuité, puisque ce postulat d'une réinvention et d'un questionnement nécessaire en permanence étant posé, il ouvre la voie aux possibles modalités de la créativité, de l'invention, prenons le mot à la mode, de l'innovation au service des personnes. C'est une innovation dont l'espace peut être issu de la norme juridique, alors qu'on ne l'attendrait peut-être pas là d'abord, par exemple à travers le travail d'interprétation jurisprudentielle des juges. Innovation y compris dans le recours à des pratiques très anciennes, qu'on n'attendrait pas dans un atelier sur l'innovation, et pourtant a été citée la pratique de déverrouiller les portes d'une unité en psychiatrie, parce qu'un climat sécuritaire, des pratiques de restriction peuvent se répandre et peuvent fissurer l'édifice construit autour des droits au point qu'il est innovant de déverrouiller. Innovation dans des pratiques dites inspirantes qui prennent place dans des interstices disponibles et qui montrent que les professionnels peuvent déjouer la normativité des dispositifs pour mieux accompagner la personne dans l'exercice de ses droits. Ce n'est pas qu'on détourne, mais on utilise tout ce qui est dans la pénombre pour mieux faire valoir ce qu'on considère comme devant être dans la lumière.
Innovation enfin, et alors on pourrait presque dire révolution, lorsqu'une pratique va renverser tous les postulats connus et posés pour l'accompagnement, et c'est une pratique suédoise que j'évoque ici, un professionnel qualifié, qui l'a choisi, qui travaille pour une personne vulnérable, à sa demande, dans les lieux où elle se trouve, dans les temps qui sont les siens, pour l'aider à résoudre des problèmes, petits, moyens ou grands, existentiels ou ordinaires. Pratique suédoise à la fois bouleversante et toute simple, qui montre tous les bénéfices à la fois économiques, ça a été rappelé, et humains, que l'on peut retirer du changement radical de paradigme, avec 2 questions en suspens néanmoins pour notre assistance française. Jusqu'où la flexibilité professionnelle peut-elle aller ? Et puis, pourquoi une telle innovation ne se réplique-t-elle pas ailleurs ? Le 3e atelier de l'axe A portait sur la capacité juridique et la participation. Appuyer les pratiques professionnelles et nourrir les dispositifs par le bénéfice direct, l'interpellation vivante de la participation des personnes. Le 3e atelier donc portait sur ce qu'on pourrait appeler, en reprenant les mots de Dominique Schnapper, une démocratie du face-à-face. Au sens où, dans ce qui était évoqué là, la démocratie se joue dans des théâtres concrets de proximité. 2 interventions ont alerté sur le fait que la légitimation de la participation des usagers relevait bien et encore et toujours d'un rapport de force à l'œuvre, et non pas du tout de l'évidence, en dépit, ça a été rappelé, de tous les textes ayant trait à la démocratie en santé, qui, depuis 2002, insistent sur la nécessité que l'incapacité civile, partielle ou totale, n'induise pas l'absence de droit à la participation. Il a été question, effectivement, des obstacles concrets à la participation, lorsque, c'était un exemple évoqué, les choix possibles offerts sont en réalité très restreints. On parlait par exemple d'ateliers d'ESAT qui offraient aux travailleurs qui exerçaient uniquement des possibilités de travaux manuels pour des personnes qui ne s'y reconnaissaient pas. Ou bien lorsque l'appréciation de la capacité de la participation reproduit des normes sociales dépréciatives de façon implicite. Il a été question aussi de formes de démocratie fantôme, pour ne pas dire fantoche, de démocratie du faire comme si, dans lesquelles l'injonction à la participation va laisser échapper du vivant et va s'apparenter à un simulacre où, en réalité, en définitive, aucune voix adverse n'est entendue, ni possible, puisque même les comportements de résistance et d'agressivité, voire de violence, sont lus comme des conséquences des défaillances des professionnels et non comme des avis à part entière de personnes qui s'expriment. Il a été question encore de l'ambiguïté des outils de la participation, en particulier dans le recours à des instruments de mesure, des progrès, des acquisitions de compétences dont les professionnels sont censés pouvoir attester à leurs financeurs. J'ai fait du bon travail, il a progressé, regardez, j'ai les indicateurs. Mais ces indicateurs qui laissent, cela a été dit, peu de place à 2 vraies questions. D'une part, les souhaits d'hétéronomie, c'est-à-dire, pour le dire autrement, la résistance active ou passive à l'autonomisation que peuvent manifester certains patients et qu'on ne peut pas tout simplement congédier comme illégitimes. Et d'autre part, des récits tout à fait inquantifiables qui ne peuvent pas rentrer dans les indicateurs tels qu'ils existent aujourd'hui. Récits inquantifiables qui attestent pourtant d'autonomie effectivement acquise. Et je vous citerai ici l'histoire délicieuse d'un collectif de patients qui a un espace qui lui est réservé, qui voit arriver dans cet espace une maman oiseau avec sa couvée et qui considère que c'est très énervant, tous ces oiseaux qui ont pris leur espace. Sauf que à la fin du travail collectif de réflexion et de débat autour de ces petits oiseaux, eh bien, c'est toute la collectivité des patients qui assiste à l'envol des oisillons. Ceci ne fait pas partie des indicateurs ni du GEVA. À travers ces exemples et ces questions, et dans la résonance du témoignage d'une personne qui est à la fois présidente d'association, chercheur, formatrice, ancienne usagère, va se poser à nous, en définitive, la question d'une éthique de la participation pour les personnes elles-mêmes, d'une éthique à part entière, fondée d'abord sur la lucidité, sur les risques d'instrumentalisation, les risques d'instrumentalisation de la participation, mais aussi sur 3 balises de vigilance complémentaires: le refus de l'essentialisme,
Personne et participation sont mouvantes. Vous voyez que nous rejoignons le début, le premier atelier. D'autre part, une réflexivité nécessaire, encore et toujours, pour se prémunir de l'instrumentalisation. Et puis, plus inattendu peut-être dans la parole d'une ancienne usagère, la conscience de ses privilèges et de ses envies de pouvoir. Une question qui va demeurer en suspens pour nous, qui était la première qu'elle a posée au début de l'atelier. Quelle critique constructive sommes-nous capables d'entendre sans nous sentir trop vulnérables? Autrement dit, comment participation et réassurance de ceux qui participent devraient aller de pair? Dernier atelier enfin, le recours à la contrainte, l'intervention sur autrui et le risque de maltraitance. Ici, les dilemmes des professionnels ont été donnés à voir à travers plusieurs vignettes cliniques qui ont montré, parmi d'autres choses, que le point de vue de la personne pouvait être diffracté selon plusieurs logiques, médicales, sociales, juridiques, soignantes, etc. Plusieurs logiques qui entrent en concurrence et peut-être en dissonance et qui sont difficiles à y réconcilier, ce qui fait craindre que l'une de ces logiques seulement ne prévale sur les autres, au fond une hiérarchisation des discours qui aboutit à une prise de décision très éloignée de la volonté de la personne. Les vignettes ont aussi montré la nécessité de reposer le soin comme un espace de délibération à s'approprier, dans lesquels les rapports de force sont toujours à l'œuvre entre les opérateurs eux-mêmes et pas nécessairement dans un sens d'une plus grande écoute et d'une promotion de l'autonomie. Un espace qui serait à occuper aujourd'hui à la lumière de ce moment du soin dont parle Frédéric Worms et qui a été redébattu, à l'écart ou en prenant garde à toutes les tentations sécuritaires et paternalistes, qu'elles concernent le soin lui-même ou la restriction d'aller et venir, comme cela a aussi été évoqué en référence à l'article 14. La Convention serait donc à prendre au sérieux, à la fois au plan juridique et dans une éthique du care, comme des aides-soignants, par exemple, pourraient la définir, en s'appuyant, et cela a été évoqué dans l'atelier, sur un travail émotionnel, sur une déduction non verbale, sur un recours au passé du résident, sur une optimisation du temps, bref, sur une créativité ordinaire non normalisée. Mais cette éthique du care doit se comprendre comme encadrée, irriguée, alertée en permanence par la lucidité sur les risques d'abus, que ces abus se déroulent, comme ça a été montré, dans la cité ou dans les institutions, par les proches, par les pairs ou par les professionnels, par manque de moyens, par manque d'imagination ou tout simplement par défaut d'un regard juste posé sur les capacités de la personne. Et les derniers mots de notre atelier, et je reciterai ici Claude Étuin, portent sur le regard que l'on peut porter sur autrui, qui est constitutif à certains moments d'une situation d'abus, de maltraitance, d'absence de reconnaissance, mais qui peut aussi être et constituer une restauration de la personne, un soutien patient, pour ne pas dire obstiné, durable et efficace, vers l'accomplissement et le rétablissement de soi, regard de professionnel ou regard de père, attentif et convaincu de la réalité des droits et de l'importance concrète de les accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup.